moi, c'est une première, hein, donc je vous prie d'être indulgent. Et n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions. Donc, je suis le fondateur de la société Capital First, qui a son siège à Yverdon. On est actif depuis une vingtaine d'années dans la transmission d'entreprises et de commerce, donc tout type de commerce. C'est vrai qu'on parle avec M. Simsi beaucoup de restauration, mais si vous désirez parler ou si vous avez d'autres projets qui ne touchent pas à la restauration, il ne faut pas hésiter à m'interpeller, à poser vos questions. Voilà. On a de l'expérience aussi dans la remise de plein d'autres types d'entreprises. On a des agents qui travaillent un peu dans toute la Suisse romande, sauf Genève et le Valais. Moi, je m'occupe personnellement de Neuchâtel et de chapeauter mes collègues des autres régions. Ce qu'on pourrait rajouter par rapport aux membres de son association, c'est que nous, on offre aussi à tous les membres de son association la possibilité de nous interpeller pour tous les conseils qu'on peut donner, soit par téléphone, je donnerai ma carte après, ou autre, gratuitement. Comme ça soutient aussi son association. Voilà. Du coup, j'ai un peu répondu à la question. Qui sommes-nous? Voilà. Donc, les gens qui font appel à nous, d'habitude, c'est des gens qui veulent se mettre à leur compte, qui sont déjà à leur compte, mais qui veulent soit acquérir une deuxième entreprise ou remettre la leur, ou tout simplement des gens qui ont un projet vraiment de start-up, on va dire, de A à Z. Mais la plupart du temps, on a soit des patrons qui nous mandatent, un peu comme dans le système de l'immobilier, qui nous mandatent pour qu'on vende leur objet. On met un peu des pubs sur notre site pour ces objets par différents supports, les gens nous appellent. Et puis, si on a mis en place aujourd'hui ce petit explicatif, les pièges à éviter, enfin, c'est pas pour être négatif, mais c'est souvent les craintes que les gens, quand ils m'appellent, ont. Et les premières questions qu'on me pose tout le temps, c'est oui, à quoi je dois faire attention, quels sont les différents processus à veiller à avoir quand on reprend une affaire. Et puis du coup, c'est l'occasion, vu que vous avez eu la gentillesse de venir jusqu'à nous, que vous le sachiez par mon intermédiaire directement. Voilà, alors les pièges à éviter pour un acheteur, parce qu'il y a peut-être des vendeurs parmi vous, il y a peut-être des gens qui veulent acheter, donc c'est pas le même piège. Je vous prierai de ne pas vous faire la guerre s'il y a les deux camps ici. Donc les pièges à éviter pour un acheteur, déjà, il faut savoir comment trouver un commerce à vendre. Parce qu'il y a, comme tout sur Internet, il y a aussi des arnaques, donc des fausses annonces qui aboutissent au fait qu'il faut tout d'un coup avancer de l'argent, je ne sais pas où, en Afrique. Là, je ne savais pas. Ah oui, il y a aussi. Oui. Donc après, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Voilà, puis tout d'un coup, ils vont mettre, je ne sais pas quelle technique ils utilisent, mais ils vous mettent dans un état d'esprit où il faudrait avancer tout d'un coup de l'argent pour être au courant de toutes les données du commerce avant de sais quoi. Enfin, le moment où on demande de l'argent, il faut déjà zapper. Vous pouvez vous renseigner sur Internet, bien sûr, sur les entreprises. Il y a le registre du commerce qui existe, qui est public. Et puis, il y a des sites comme Imoscout, immobilier.ch, capitalfirst.ch ou d'autres, où on voit que c'est des sociétés qui sont sur la place. Et donc là, vous savez que c'est des vraies annonces. Quel point important faut-il observer lors d'une visite? Donc, admettons que vous n'êtes pas tombé sur un escroc, puis il y a vraiment le commerce qui est à vendre. Quand on visite, par exemple, un bar, un restaurant, ce qui est très important d'identifier, l'importance qu'il faut apporter à votre recherche, c'est déjà, si on parle de commerce, c'est l'emplacement. L'emplacement a une très très grande importance en fonction de votre projet. Si on est par exemple dans un bar à café, on va regarder les entreprises qu'il y a autour. Si on a un restaurant, puis on est un peu caché, est-ce qu'il y a des places de parc à proximité, comment être visible. Le loyer est très important. L'état du matériel, ça, il y a souvent des pièges là-dedans, c'est-à-dire que si on prend des restaurants ou même dans votre domaine, il y a souvent des machines très... je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est dans les pâtisseries, sans vouloir vous gêner. Bon, voilà. C'est souvent des machines professionnelles qui sont coûteuses, et puis il faut aussi veiller à ce que l'inventaire soit en bon état. Il est évident que nous, si on vend une affaire, on va stipuler dans la convention de vente que tout le matériel est en parfait état de fonctionnement, on va faire un état des lieux, mais si
vu qu'on n'est pas là pour s'imposer, si vous trouvez un commerce par vous-même, c'est vraiment des points auxquels il faut faire attention. Parce qu'en fin de compte, c'est votre outil de travail et en dehors du coût que ça fait pour réparer certaines machines, il y a des vieilles machines dont on ne trouve plus les pièces. Et pour un exemple vraiment tout simple, si vous avez un bar à café qui vend 200 cafés le matin, puis que votre machine à café elle casse, eh ben, le temps que vous puissiez en racheter une, en retrouver une, ben, ça fait peut-être 3, 4, 5 matins, une semaine, où vos clients viennent, n'ont pas de café, râlent et peut-être ne reviendront plus, vu qu'il y a pas mal de concurrence à Lausanne en l'occurrence. Quels documents demander aux vendeurs? Donc les documents principaux qu'il faut avoir, c'est les derniers bilans, la copie du bail à loyer, parce que les conditions du bail à loyer peuvent être pièges, comme monsieur le sous-entendait avant. Donc des fois il y a des restrictions en termes de droit d'ouverture. Donc peut-être que la loi de la commune permet d'ouvrir, par exemple pour un bar de 6h du matin à minuit, mais si dans le bail, le propriétaire vous interdit d'ouvrir au-delà de 20h, c'est le bail qui prime sur la loi. Donc le propriétaire, pour une raison X ou Y, peut-être pour ses locataires qui est au-dessus, peut refuser que l'établissement qu'il loue ouvre au-delà de 20h, par exemple, hein, ou pas avant 9h le matin. Donc selon votre modèle d'affaires ou votre activité, eh bien, il faut veiller aux conditions particulières qu'il y a dans le bail. Si jamais on est là pour vous aider à faire attention à ce genre de choses, ou alors vous pouvez vous entourer aussi d'une fiduciaire ou d'autres personnes dans le droit pour vraiment faire attention à ce genre de points. Donc les papiers qu'il faut, c'est une copie du bail, l'inventaire matériel et les 3 derniers bilans, au minimum. Quand je dis au minimum, des fois il y a des gens qui vendent leur activité alors que ça fait qu'une année qu'ils sont là, ben on va se baser sur l'année où ils étaient là. Parce qu'il y a des gens peut-être qu'ils ont exploité pendant une année et non pas parce que ça ne va pas, mais peut-être parce que il y a des changements dans leur vie, ils ont eu un enfant ou autre, ils veulent déjà remettre. Eh ben, ils ont peut-être qu'un bilan et puis ça va aussi très bien pour déjà se faire une idée. Dans tous les cas, même si on a les 3 derniers bilans, c'est le dernier le plus intéressant parce qu'il y a 3 ans il faisait 600 000 francs de chiffre d'affaires, mais que l'année passée il en faisait 300 000. Eh ben, c'est quand même le dernier chiffre d'affaires qui prime. Voilà. Donc avec ces 3 documents, on peut déjà se faire une très bonne idée de ce qu'on achète. Parce que la valeur d'un bien se calcule, on va dire, entre le montant du loyer, s'il n'est pas trop cher ou autre, qui est lié aussi avec l'emplacement, l'inventaire qu'on achète et, comme on achète une entreprise, son rendement. Donc si elle a un rendement, ça va aussi augmenter la valeur de la boîte. Qui peut expertiser la valeur d'un bien? Moi. On l'a fait, c'est réglé. Voilà. C'est réglé. Oui, je me fais de la pub. Hein. Pardon? Heureusement qu'on a dit qu'on ne se mettait pas en avant. Non, vous voyez, je suis derrière la table. En dehors de moi, il y a mes collègues concurrents, entre guillemets, qui font le même métier que moi. On va dire que les fiduciaires, par contre, ne sont pas des super conseillers pour les petits commerces. C'est des grands experts pour les grosses boîtes. Parce que là, en fin de compte, il y a des calculs précis en termes de ratio avec les comptes pour des boîtes qui font 2-3 millions, qui ont 10-12 employés. Là, il y a vraiment des calculs savants qui permettent de dire cette boîte vaut tant. Le problème des petits commerces, si j'ose dire, quand je dis petit, c'est petite et moyenne entreprise jusqu'à 10 employés, c'est que souvent, ce n'est pas vraiment des entreprises à part entière, c'est souvent des travailleurs indépendants, comme on dit. La différence, je vais peut-être l'expliquer en 2 secondes, entre un travailleur indépendant pour moi et une entreprise, c'est qu'un travailleur indépendant, c'est quand son commerce dépend, on va dire, à plus de 50% du patron. C'est-à-dire que si le patron n'est pas là, la boîte ne tourne pas. Une entreprise, selon la définition, c'est qu'il y a une structure, il y a des ressources humaines, il y a un directeur, un sous-directeur, un manager. Donc, on va dire si le grand patron n'est pas là, ça tourne quand même. Par contre, voilà, les travailleurs indépendants, souvent, le chiffre d'affaires, ce qui reste à la fin du mois, ça fait leur salaire. Et du coup, on ne peut pas avoir des calculs fiduciaires pour dire le bénéfice, les dividendes, ça fait que la boîte vaut tant. C'est souvent un doux mélange entre le matériel qui est mis à disposition, le salaire qu'il arrive à se tirer, et puis après il y a des astuces comptables pour cacher un peu ses revenus. Un indépendant, il peut mettre des charges, par exemple ses charges de véhicules, de transport, etc. dans la comptabilité. Et puis il faut réussir à lire entre les lignes pour pouvoir évaluer en fait l'affaire. Donc
l'évaluation d'une petite affaire, contrairement à une entreprise, se fait beaucoup par l'expérience de personnes comme moi qui ont eu déjà vendu X entreprises sur X années. Et d'ailleurs, c'est même très important de les expertiser parce que vous verrez si une fois vous êtes dans le processus de rechercher un bien qu'il y a vraiment de tous les prix. Et il y a beaucoup de patrons qui cherchent à vendre à des prix très hauts alors que ce n'est pas du tout justifié. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main. Quelle est l'importance de la durée d'un bail? En fin de compte, quand on parle encore une fois d'un commerce, il y a certaines activités qui ne sont pas du tout dépendantes de l'endroit où elles sont. Mais si on prend un tea room, un kiosque, une boucherie, une boulangerie, un restaurant, un bar, un snack, eh ben, souvent le lieu où il est a une immense importance sur le fait qu'il tourne. Et là, le bail a toute son importance parce que si le propriétaire décide de vous résilier le bail pour une raison X ou Y, votre commerce, en fait, du jour au lendemain, il disparaît, vous ne pouvez plus le revendre parce que quand on vend un commerce, on doit vendre le bail avec, enfin on remet le bail avec. Et du coup, l'importance de la durée d'un bail prend tout son sens, c'est-à-dire que la plupart des baux à loyer commerciaux se discutent de 5 ans, mais on peut aussi, on a le droit de négocier un bail de 10 ans ou un bail de 15 ans. Les McDonald's, quand ils s'implantent à quelque part, par exemple, ils font des baux de 25 ans. Donc, c'est-à-dire que le propriétaire, pendant 25 ans, après, il est très content, parce que quand McDonald's, si vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous avez McDonald's qui vous loue pendant 25 ans les locaux, vous êtes content. Mais il faut trouver le bon timing pour pas non plus que vous soyez coincé dans un bail pendant 20 ans et puis que c'est la galère, puis que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais en même temps, pas non plus avoir un bail qui se résilie 3 mois en 3 mois, et puis que vous avez une superbe affaire, et puis que tout d'un coup, le propriétaire, pour une raison X ou Y, vous résilie le bail. Pour limiter aussi les risques de résiliation, il convient de savoir qui est le propriétaire. Si votre propriétaire, c'est une caisse de pension, c'est une assurance, c'est une grande banque ou autre, vous n'avez pratiquement aucun risque quand vous résiliez le bail. Ils ont acheté ces immeubles pour du placement. Voilà. Après, si c'est un particulier, là, tout d'un coup, il a sa fille, son cousin, son demi-frère qui a perdu son emploi, qui se dit tiens, moi, toi, tu es propriétaire de ce bar-là, il cartonne, tu ne veux pas lui résilier le bail, comme ça, moi, c'est gratuit. Puis, voilà. Donc, c'est des points aussi à veiller, à faire attention, potentiellement, où on pourrait avoir une cause de conflit. Donc, ça, c'était pour les acheteurs. Maintenant, c'est pour les vendeurs. En tant que vendeur, à quoi dois-je faire attention? Donc, j'ai mis en 4 colonnes, mais après, ce n'est pas exhaustif, il ne faut pas hésiter encore une fois si vous avez d'autres questions. Ce qui est très important à faire attention en tant que vendeur, c'est la discrétion. Vous avez votre entreprise, vous voulez la vendre, il est très très important d'être très discret pour plusieurs raisons. Déjà pour vos employés, parce que quand on veut vendre, si on a des bons employés, quel est le réflexe de l'employé si il apprend que son patron veut vendre? Voilà, merci. C'est vite fait. Il veut partir, enfin il veut partir, pas tous, mais ils se disent, si le repreneur il ne veut pas de moi, je ne veux pas prendre le risque de me retrouver du jour au lendemain sans emploi. Donc, le premier réflexe d'un employé qui sait que son patron veut vendre, c'est d'aller regarder les petites annonces, voir s'il y a d'autres opportunités. Et s'il y en a une belle, vous risquez de le perdre avant d'avoir fini le processus de la vente de votre objet. Donc, c'est très important d'être très discret. Également pour les clients, parce que les clients, souvent, s'ils sont fidèles à votre entreprise, c'est qu'ils aiment venir chez vous. Et du coup, s'ils sont au courant que vous les remettez, il y en a qui peuvent prendre ça un peu comme une trahison. Ça, c'est l'extrême. Il y en a d'autres qui peuvent vous casser les bonbons tous les jours. Pourquoi tu remets, tu veux pas rester? Et puis c'est vraiment chiant quand on travaille de devoir justifier tous les jours pourquoi on veut remettre, d'expliquer les raisons privées qui font qu'on a envie de remettre. Et un point très important pour les potentiels acheteurs, un acheteur a besoin de dégoter la bonne affaire. Donc si tout le monde sait que vous êtes à vendre et que vous ne le vendez pas dans les 2-3 semaines ou le mois qui suit, les gens après ils vont s'installer dans leur tête de manière un peu fausse, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, les êtres humains. Ils vont se dire si c'est pas vendu, c'est qu'il y a un problème. Et dès le moment où un potentiel acheteur ou les potentiels acheteurs savent tous que vous êtes à vendre et vous ne vendez pas rapidement, en fin de compte, vous vous retrouvez dans un processus où très souvent votre commerce devient très très compliqué à vendre. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'acheteur, si vous arrivez, ceux qui ont déjà une entreprise, à vous remettre au moment où vous cherchiez une affaire, vous vouliez avoir la bonne opportunité. Quand on cherche à acheter, je ne sais pas moi, peut-être une maison, ou
Bon, l'immobilier c'est un peu différent parce que là c'est plus les mètres carrés et la beauté qui prime, ou bien une voiture, quand on veut acheter une voiture d'occasion, on veut acheter la bonne occasion, celle qui n'a pas trop de kilomètres, qu'on est sûr qu'elle est bien entretenue, nanana. Et puis quand on voit la même voiture qu'à vendre pendant 8 mois, on se dit, ben, s'il n'y a personne qui l'a acheté, soit elle est trop chère, soit il y a un problème, donc on ne l'achète pas. Donc, voilà. Le profil de l'acquéreur, donc une fois le potentiel repreneur trouvé, il faut veiller à ce qu'il soit éligible à l'obtention d'un bail à loyer commercial. Je vous donne un exemple, vous faites tout un processus pour vendre votre restaurant, celui qui veut vous l'acheter, c'est un ancien coiffeur. Si le propriétaire, on lui présente un ancien coiffeur pour prendre un restaurant dont le loyer est 6 000 francs par mois, le propriétaire peut refuser, contrairement à ce qui se dit, peut refuser de donner un bail à quelqu'un qui n'a pas les compétences pour. Donc il faut quand même veiller pour ne pas faire tout un processus, toutes des démarches et puis dans le vide, à veiller que quand même la personne à qui on vend puisse être présentable au propriétaire. Après, ça peut aussi être quelqu'un qui a des poursuites. Il ne faut surtout pas présenter quelqu'un qui a des poursuites à un futur propriétaire, parce que c'est un peu cocasse, mais il y a des gens qui ont les moyens d'acheter des bistrots et puis qui ont des poursuites. Je ne sais pas où ils trouvent les sous, mais enfin c'est comme ça. Et du coup, peut-être mettre en avant quelqu'un d'autre auprès du propriétaire pour que la vente puisse aboutir. Ça, c'est important de ne pas rentrer dans une négociation en live. Si vous avez commis l'immense maladresse de ne pas prendre une société comme la nôtre pour vous aider à vendre, eh bien, un point important, un bon conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut jamais s'ouvrir dans une négociation en live. Ça veut dire que quand on a un client acheteur en face de nous, s'il commence à essayer de négocier le prix, vous dites, faut trouver une excuse, soit vous dites, faites-nous une offre. Faites-moi une offre, je vais y réfléchir, je dois en parler à mon conjoint, mais si vous n'avez pas de conjoint, je dois en parler à ma mère, à ma grand-mère, à ma soeur. Parce qu'en fait, j'ai mis un truc un peu humoristique, mais tout ce que vous direz sera contenu contre vous. Ça veut dire que dans le live, tout d'un coup, dans l'émotion, on accepte de baisser le prix de temps. Puis après, on se dit, mais merde, j'ai pas pensé, j'ai trop descendu, je regrette. Enfin voilà, puis après, une fois qu'on a dit un prix à quelqu'un, soit la vente n'aboutira jamais avec cette personne si on veut revenir en arrière, soit on est obligé d'accepter le prix qu'on a de trop baisser. Donc j'ai mis, si vous avez affaire à un bon négociateur, mieux vaut demander une offre que d'accepter trop vite un prix que vous regretteriez le lendemain. Voilà. Bien gérer la transaction d'un point de vue financier. Donc celui qui veut acheter votre bien, il n'a pas nécessairement tout le cash. Et du coup, là, il y a plein de pièges ou de difficultés qui peuvent se présenter si le processus de la vente n'est pas fait correctement. Vous pourriez vous retrouver à ne plus avoir votre commerce et pas avoir les sous. Ça, c'est le cauchemar de tout vendeur. Donc, parce qu'il y a plusieurs étapes. Quelqu'un qui rachète par exemple un kiosque, peut-être que l'acheteur il va vous dire, moi je ne veux pas vous te donner les sous si je n'ai pas le bail. Donc vous allez faire quoi? Vous allez vers le bailleur va lui faire le bail, ok, donne-moi les sous maintenant. Mais si l'autre il a le bail et il ne vous donne jamais les sous, vous devrez partir parce que le contrat de bail, c'est un contrat qui est fait avec une tierce personne, donc on n'a pas d'action dessus, on n'a que l'action sur la relation d'affaires qu'on a entre l'acheteur et le vendeur. J'espère que je suis clair. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer? On peut se retrouver à avoir perdu son local commercial. Vous n'aurez pas perdu votre équipement, mais ça vous fait une belle jambe, vous devrez le déménager de là. Et l'autre, il aura l'emplacement et le bail, et puis juste à remettre quelques meubles, par exemple pour un kiosque, et puis recommander chez Weber les cigarettes, et puis les journaux chez 7 Days, ça s'appelle maintenant Scanali. Voilà. Donc, en l'occurrence, pour éviter ça, une entreprise de remise de commerce comme la nôtre ou comme toutes les autres qui font ça de manière professionnelle ont des processus où il y a un contrat de vente qui ficelle les choses avant d'obtenir le bail, mais ça met aussi en sécurité l'acheteur où c'est noté que si il n'obtenait pas le bail, le contrat de vente s'annule sans pénalité. Enfin voilà, il y a une construction d'un contrat de vente qui permet, quand il y a un intermédiaire, mais une fiduciaire peut-être aussi faire ce genre de convention de vente, permet justement d'éviter de se retrouver bec de gaz de ce côté-là. Après, il y a encore l'histoire d'accepter un crédit vendeur ou pas. Un crédit vendeur, c'est, je vous donne un exemple, j'ai mon entreprise de pâtisserie à vendre à 250 000 francs, j'ai trouvé un client qui a 200 000 francs, il est très intéressé, il veut s'engager, il lui manque 50 000, j'accepte que les 50 000, il me les paye à hauteur de 2 000 francs par mois pendant 24 mois, pendant 2 ans. Ça fait les 50 000 à peu près. Hein. C'est ça qu'on appelle un crédit vendeur, c'est que le vendeur accepte
d'être payé le dernier bout à hauteur de temps par mois jusqu'à extinction de la dette pour arriver au prix total du prix de vente. Ben, il faut faire attention avec qui on fait bien sûr le crédit vendeur. Il faut aussi faire attention à ne pas faire un trop gros crédit vendeur et il faut aussi faire attention à ne pas être hors la loi. Parce qu'il y a une loi en Suisse qui interdit le surendettement et vous, en tant que vendeur de commerce, vous pouvez être accusé d'avoir surendetté la personne si elle venait à faire faillite une année après puis qu'elle serait encore en crédit vendeur et que le crédit vendeur serait jugé disproportionné par rapport aux capacités financières de l'acheteur, vous pourriez être embêté aussi d'un point de vue pénal. Enfin, voilà. C'est toujours des extrêmes, mais il faut faire aussi attention de ne pas accepter n'importe quoi et de le faire juste. Vente ses parts ou que le fonds de commerce. Admettons que vous avez une entreprise, mais ça c'est aussi valable pour les acheteurs, il faut aussi faire attention. Il y a des gens qui sont en raison individuelle, donc en leur propre nom, hein, avec leur commerce, ils sont nom propre, comme on dit vulgairement ou dans le jargon, je ne sais pas quel terme utiliser. Mais il y a aussi des gens qui ont une SARL ou une SA. Quelqu'un qui a une SARL ou une SA, il a la possibilité soit de vendre uniquement les parts, les actifs de sa SA, ça veut dire qu'il ne vend pas la SA, mais c'est la SA qui vend tout l'inventaire matériel à l'acheteur. Dans ce cas-là, ça engendre pour le vendeur que l'argent de la vente va rester dans la SA parce qu'on ne l'a pas vendu. Donc ça a du sens si la SA va réinvestir dans une autre affaire plus tard. Sans quoi, il est plus judicieux d'un point de vue fiscal de vendre sa SA, donc de vendre des actions, de telle manière à éviter de payer des impôts sur le fruit de la vente. Parce que quand on réalise la vente de l'action au départ, ça va directement dans la case fortune de vos impôts et ça ne passe pas par la case bénéfice. Enfin, dans la case salaire, pardon, par bénéfice. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu technique ou opaque, mais enfin voilà, il faut toujours veiller à savoir qui est-ce qui vend. Est-ce que c'est un particulier ou est-ce que c'est une société qui me vend quelque chose, ou si c'est un particulier, est-ce qu'il me vend sa société ou est-ce qu'il me vend que son fonds de commerce. Quand on dit que le fonds de commerce, c'est que l'inventaire, mais que je ne suis pas tenu de reprendre sa société SARL ou SA. Et ça a plein de conséquences fiscales ou techniques selon un cas ou un autre, qui fait que le contrat de vente se fait de manière tout à fait différente. Si jamais vous m'appelez, si ça vous arrive, et puis je sais vous donner déjà 2-3 astuces, si vous faites partie de son association, sinon je vous facturerai 89 francs de l'heure, t'as mis. Ouais, à peu près. Si l'acheteur doit libérer son deuxième pilier, comment ça se passe? Alors là, il y a un décalage entre le paiement et l'entrée en jouissance, parce que pour pouvoir libérer son deuxième pilier, on doit avoir un bail à loyer commercial et avoir démarré son activité d'indépendant. Donc là, par contre, si vous avez affaire à un acheteur qui veut libérer son deuxième pilier, je vous conseille vivement de vous entourer de professionnels, parce que vous serez obligé de remettre tout votre commerce dans les mains de l'acheteur avant d'avoir eu vos sous. Donc là, si vous faites ça par vous-même, c'est le cas de figure où vous avez le plus gros risque de vous retrouver sans votre commerce et sans les sous. Voilà. Donc là, je peux dire qu'on est indispensable. Hop. Allez, des trucs un peu plus positifs, j'en ai sans zen. Voilà, donc soyez détendus avec un business plan bien ficelé. Souvent, les gens, quand ils se mettent à leur compte, ils y vont un peu au courage et de manière un peu téméraire. Moi, je conseille vivement de se faire un bon business plan. Le bon business plan, c'est en fait se faire un fil rouge déjà précis de notre projet, parce que peu importe qu'on prenne un restaurant, un bar ou dans n'importe quel domaine, eh ben, si on met sur papier son projet, un restaurant, ça peut être un restaurant chinois, ça peut être un restaurant style brasserie qui fait à manger toute la journée, ça peut être un restaurant avec telle ou telle spécialité, enfin peu importe, c'est important de faire un bon business plan où on va parler de la vision, le but recherché, l'image qu'on cherche à véhiculer de l'entreprise, essayer de simuler la rentabilité de l'activité en fonction, encore une fois, des clients potentiels qu'il peut y avoir autour de l'endroit où on sera, si notre projet dépend d'un local commercial, ou alors d'un rayon géographique si c'est une entreprise qui ne dépend pas d'un local commercial, faire des projections financières pour savoir précisément combien je dois vendre mon produit par rapport à combien je l'achète pour voir si cette marge me permet d'assumer toutes mes charges. Je vous donne un exemple peut-être. Il y a beaucoup de gens dans le bâtiment, pour changer un peu de la restauration, il y a beaucoup de gens dans le bâtiment
qui sont par exemple dans la peinture, le carrelage, ils prennent le devis du confrère, ils font 10% de moins pour décrocher le chantier. Mais ils ne calculent pas en fin de compte que, peut-être que le confrère il a fait ses calculs, puis il s'en sort tout juste, puis le suivant en fin de compte, en faisant 10% de moins, eh ben, il va se retrouver, une fois qu'il aura payé les salaires, payé ses charges, payé le loyer, payé les taxes, etc., eh ben, en fin de compte, il aura décroché le chantier, mais ce chantier, il va le faire à perte. Il est très important d'identifier quels sont voilà, les prix et les marges que vous devez vous faire pour vous en sortir. Et c'est pour ça que c'est important de faire un business plan, de savoir combien d'employés on devra avoir dans notre commerce, quel est le loyer, quelles sont les charges prévisibles. Dans chaque branche, on peut déterminer, dans la restauration par exemple, l'achat marchandises représente 30 à 35%, ça dépend ce qu'on vend. Les salaires ne doivent pas dépasser 40% du chiffre d'affaires. La TVA représente 5,1% si vous êtes au forfait. Et tous ces pourcents vous permettent en fin de compte de pouvoir établir comme il faut votre business plan et de faire des bons prix, que votre plat du jour vous ne le fassiez pas trop bon marché, que vous ne soyez pas en perte, etc. Un bon business plan permet aussi de le présenter à des institutions financières si vous avez besoin d'un financement pour votre projet ou la reprise de votre projet. Ça permet de sécuriser l'aspect économique de l'entreprise, comme j'ai dit avant, et d'avoir des objectifs précis. Ces objectifs précis, nous, par exemple, les business plans que l'on fait, on met le nombre de clients que vous devriez avoir par jour en fonction du panier moyen de votre entreprise, et ça vous permet très vite de voir que si vous devez avoir 30 clients par jour qui dépensent en moyenne 30 francs, pour donner un exemple, et bien, si au bout d'une semaine d'exploitation, vous n'avez pas ces 30 clients par jour, ça vous permet de réagir rapidement et puis de vous dire tiens, il faut peut-être que je développe plus mon marketing, il faut peut-être que je fasse du démarchage, des flyers, peu importe, pour arriver à ces 30. Parce que tant que je suis en dessous de ces 30, je suis déficitaire. Parce que souvent, ça ne se voit pas tout de suite. Il y a des factures qu'on reçoit tous les mois, mais il y a des factures qu'on reçoit tous les 3 mois et des factures qu'on reçoit tous les 6 mois. Et des fois, on a l'impression que ça va, puis tout d'un coup, on reçoit, par exemple, la TVA, on la reçoit tous les 6 mois ou tous les 3 mois, ça dépend de l'activité. Quand on la reçoit tous les 6 mois, puis on reçoit 15 000 balles de TVA qu'on avait oublié parce que dans le stress, on a oublié qu'il y avait 15 000 balles de TVA. Si on ne les a pas mis de côté ou si on n'est pas conscient qu'on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires pour payer cette facture, c'est souvent là une mauvaise prévision, une mauvaise gestion qui fait qu'on se retrouve en difficulté. Quel avantage de vendre ou acheter seul ou avec une entreprise spécialisée dans le domaine? Tous les petites difficultés potentielles que je vous ai expliquées avant, les professionnels, je ne suis pas le seul, mais des professionnels vous permettent d'éviter tous ces pièges, de sécuriser votre investissement. Souvent quelqu'un qui se lance dans un commerce, il met toutes ses économies, voire ses économies plus un crédit bancaire en jeu. Je pense que ce n'est pas de trop de faire les choses justes et d'avoir vraiment des conseils avisés dans l'accompagnement d'une reprise de commerce. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que ça prend m'accuser de ne pas faire trop de pub. Non, c'est tellement intéressant là. La classe. C'est très intéressant, bravo. Ce qu'une entreprise spécialisée gère, donc une entreprise spécialisée à la mise de commerce, qu'elle gère, la discrétion, trouver le candidat, enlever des inquiétudes bloquantes du candidat acheteur, parce qu'il a souvent la peur de se lancer, parce qu'il y a plein d'inconnus et tout ça, donc on est là aussi pour lui expliquer tout le processus, puis le rassurer. Construire le plan financier d'acquisition, construire un business plan, présentation professionnelle en vue d'obtenir le bail, rédaction d'une convention de vente, gérer la transaction financière, éviter les malentendus et incompréhensions entre acheteurs et vendeurs, des fois ça peut partir en cacahuète pour des bêtises, et être une référence de résolution à l'amiable pour tout désaccord. Voilà, donc ça qu'on sert, en tout cas surtout pour les vendeurs, puis pour les acheteurs aussi à résoudre tous les problèmes. Et comme j'ai pas envie que ça dure trop long, parce que moi je détestais quand j'étais à l'école que les leçons durent trop long, je vous ouvre aux questions. Je ne sais pas si j'étais exhaustif, si j'ai répondu à peut-être quelques interrogations. Si vous attendiez à autre chose ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va juste finir la présentation et puis après on va juste comment attirer la clientèle. Moi je vais faire en 15 minutes et puis après on va voir les questions ouvertes pour vraiment répondre à tout. Hein. Oui. Mais bravo, c'est waouh. Pour moi c'est...